Ok, merci à tous d'être venus. Bonjour à tous. Si vous ne m'entendez pas, c'est le moment de lever la main. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Le Forestier. Je suis le cofondateur de la société de gestion Takara Capital. Depuis 2009, nous sommes investisseurs en venture capital technologique sur des sociétés dans notre jargon au niveau C, des séries A. Donc, ce sont des startups en forte croissance dans des domaines innovants. Et ici, on en a une belle. Elle s'appelle Foll & Co. C'est une société bretonne avec une croissance remarquable sur les 4 dernières années, qui est en train de s'imposer comme une marque premium dans la conception, la fabrication en France d'équipements pour les sports nautiques, le windsurf, le stand-up paddle, le windfall. Nous aurons le plaisir tout à l'heure d'entendre et d'interviewer un tandem de fondateurs architectes navals marketing international, Tanguy Le Bihan et Guilain Melaine, qui sont les deux dirigeants de la société. Cette société qui aujourd'hui s'appuie sur de sérieux arguments pour nous proposer sa levée de fonds avec une expertise métier unique, un positionnement de gamme, un outil totalement intégré, un très beau pôle d'accrétion en Finistère, 5 millions de chiffres d'affaires déjà et d'excellentes marges par rapport au secteur. On va voir ça tout de suite avec eux. Aujourd'hui, c'est pas seulement le financier qui vous parle, c'est aussi un utilisateur convaincu des produits Foll & Co qui sont probablement les meilleurs au monde. Avant de passer la parole à Guilain et à Tanguy, je vous propose une petite introduction. On a trouvé un précédent utile qui est le marché de la planche à voile dans les années 80. Pour comprendre les dynamiques industrielles, apprendre des échecs, des succès du passé, noter aussi les différences importantes de contexte qui existent aujourd'hui, qui peuvent infléchir le cours de l'histoire de Foll & Co. On a trouvé ça assez amusant de vous montrer ce qui s'est passé dans les années 70 à 2000 sur ce marché-là et voir si nous, en tant qu'investisseurs, on peut tirer des leçons du passé. Donc, je vous prends 2 petites minutes pour ce retour en arrière. Dans les années 70-80, certains d'entre vous ont peut-être navigué sur des planches à voile, Big Sport, Fanatic ou Mistral, qui étaient à l'époque fabriqués en France et en Allemagne, en Europe. Il y avait beaucoup de fabricants, souvent à taille humaine. En Bretagne, en Vendée, l'expertise technique était locale. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le Foll. Avec l'explosion du marché mondial dans les années 90, la pratique s'est démocratisée, les volumes ont explosé. Et sont alors arrivés des fabricants asiatiques, Taïwan, Chine et Thaïlande, avec des coûts imbattables et plutôt des modèles sur l'entrée, le milieu de gamme. Et enfin, dans une dernière phase qu'on a vécue récemment, dans les années 2000, on a assisté à une concentration et une désindustrialisation en Europe. Les marques européennes ayant été rachetées ou délocalisées pour leur production et finalement, peu d'acteurs français ou aucun n'ont atteint des valorisations majeures, sauf donc j'accueille notre ami Brice avec nous, pardon, sauf ceux qui ont su devenir des marques fortes, des marques globales avec du sponsoring et en gardant la R&D en France ou en Europe et en la produisant là où les coûts de production sont moins chers. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de Foll & Co aujourd'hui ? On voit plein de points communs avec ce qui s'est passé dans les années 80. Une forte technicité, des clients de gamme qui veulent de la performance et qui s'intéressent plus à la qualité qu'au prix. Un vrai créneau de gamme européen, comme Mistral ou Fanatic à l'époque. Un marché en émergence rapide, beaucoup de passionnés, encore peu d'industrie de masse. Mais il y a aussi des différences importantes aujourd'hui. Les coûts de transport ont augmenté. L'actualité récente sur les droits de douane va forcément jouer. Et un client premium qui a une conscience écologique, qui est prêt à payer plus cher, et puis un savoir-faire sur le carbone aussi qui n'existait pas dans les années 80. Donc nous, ce qu'on souhaite à Foll & Co, c'est la Dream Story qui sont peut-être en train de créer avec un excellent boulot de sponsoring et si vous n'êtes jamais allé sur la chaîne YouTube de Foll & Co, allez voir, il y a des films absolument magnifiques. Une vraie communauté en train de se créer. Et ça peut peut-être attiser les appétits d'un acteur américain ou asiatique comme Nesh, du Automne, qui rachète la marque dans 5-7 ans. Ou alors, on peut encore
Imaginez un scénario plus réaliste, plus prudent, comme Fanatec, qui restait leader sur sa niche. Finalement, un marché qui s'est structuré avec des productions chinoises qui prennent l'entrée de gamme et Foil Co. qui resterait indépendante, rentable et dans le haut de gamme, une très belle PME, un très bon investissement à long terme. Le rôle de la marque forte, ben, c'est celui de notre ami Guilain Melaine, qui parlera en deuxième partie. Guilain, il a tout un passé d'expérience de marketing international dans le secteur du tabac. Il a marketé des produits dans tous les pays du monde et aujourd'hui, c'est grâce à lui que la marque commence à se développer aux États-Unis. C'est évidemment un passionné de voile et un navigateur, comme son ami de 30 ans, Tanguy Le Bihan, qui est le fondateur de Foil Co., une société qui s'est fondée en 2016, qui s'appuyait sur un savoir-faire ultra technique, course au large. Et c'est parmi les premiers à avoir fait des foils en Europe. Tanguy me racontait même qu'il se faisait arrêter à la douane avec des morceaux de carbone trop longs qui faisaient peur aux policiers. Donc, il va nous raconter tout ça. Et ce que je vous propose, pour que ça soit un peu vivant, on va faire deux fois 10 minutes de questions-réponses avec Tanguy et Guilain, et ensuite je vous laisserai poser vos questions. Donc Tanguy, tu es toujours avec nous? Tu fais toujours beau au Pays Basque? Non, alors je vois un mur blanc, et c'est Tanguy qui est parti. Il est là. Je suis. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Écoute, est-ce que tu peux, après cette introduction un peu longue, pardon, mais c'était assez amusant de faire des perspectives ainsi. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur l'ADN, l'historique de la société, et puis finalement pourquoi ce positionnement récent sur le grand public et sur le foil? Donc, comme tu le précisais, donc on a créé Foil Co en 2016. Donc moi j'ai un passif, je suis architecte naval à la base. Je suis toujours un petit peu, hein, et j'étais spécialisé dans le motonautisme. J'ai fait beaucoup de bateaux, des petits, des grands. J'ai notamment fait quasiment tous les bateaux moteurs du groupe Beneteau à cette période-là, des bateaux qui naviguent toujours d'ailleurs. Et j'ai 49 ans, donc à cette période-là, j'avais 40 ans, est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou pas? Je voyais cet objet en tant qu'architecte naval qu'est l'hydrofoil, qui pour moi allait révolutionner beaucoup de secteurs. Alors c'est pas nouveau, hein, les foils, ça a plus de 100 ans d'existence, mais il y avait une alliance des technologies, des matériaux, des savoir-faire qui commençaient à émerger dans la course au large. Hein. Les premiers à avoir mis ça en exergue, c'est les Américains, notamment lors de la Coupe américaine. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'énorme qui va être fait avec ces appendices. Souvent, je fais un espèce de parallèle avec l'IA ou avec les systèmes informatiques qui ont réussi à se développer en masse grâce à tous les data centers et ces choses-là. Bah, c'était à peu près la même chose pour nous. Et donc, en 2016, l'idée, c'était de créer une espèce de monster garage, excusez-moi du terme, mais c'était de placer de l'ingénierie avec une capacité de prototypage rapide et ensuite de construire des objets. Parce qu'avant, il fallait passer par on pouvait avoir des très bonnes idées en France, en Bretagne. Là, nous, on est placé dans la Silicon Valley. Il y a un gros savoir-faire chez nous. Mais il fallait chercher les savoir-faire en construction un petit peu ailleurs et je trouvais ça un petit peu, enfin, je trouvais ça dommage. Donc, cette idée 2016, au début, je m'étais dit, on va fabriquer les bateaux à moteur à foil. C'était un peu le début de l'ambition parce que c'était ma spécialité. Et finalement, ben, j'ai rencontré Thierry, qui était dans le milieu de la glisse à l'époque, qui avait créé tout le réseau Magic Surf, hein, qui avait été, pour ceux qui connaissent, qui avait été un énorme réseau de distribution, qui était dans le marché de la glisse. Et nos premières pièces, on les a construites comme ça. C'était la naissance de la marque AFS, notamment, à ce moment-là. Et puis, c'était une très belle opportunité parce que je pense que on essaye d'aller un pas avant l'autre chez nous. Et donc, c'était mieux d'aller construire des objets petits et de plus en plus gros et de maîtriser des techniques derrière ça. Si je fais un bref rappel, je vais essayer d'être concis parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais 2016, projet de réindustrialisation, c'était un terme qui n'était pas du tout à la mode. C'est arrivé après le Covid en 2020. Donc en 2016, on nous a traité de fous. Et en 2020, 2021, on nous a dit, bah, c'est génial ce que vous faites. On nous le dit toujours un petit peu, mais c'est des projets qui sont longs à mettre en place. Il y a de l'industrie, il y a du savoir-faire, il y a du recrutement, il y a des techniques de production à appliquer envers notre écosystème, c'est-à-dire que on va pas fabriquer un foil ici comme on fabrique un foil en Asie ou une planche en Asie, hein, on n'a pas la même main d'œuvre, donc il faut être plus intelligent
et se démerder un petit peu mieux. Et donc, on est arrivé dans ce marché du loisir, de la glisse. Et pour moi, alors, je suis un passionné de glisse, hein, j'en ai toujours pratiqué. Mais moi qui venais de la plaisance, je regardais ça un petit peu de haut, excusez-moi du terme. Alors que c'est un marché qui est global, c'est un marché qui est mondial, et c'est un marché qui est extrêmement intéressant d'un point de vue technique. Et si on regarde le nombre de pièces qu'on est capable de produire et d'aligner les unes après les autres, ça n'a rien à voir, on n'a pas à rougir face à ce gros marché du nautisme. Et donc, c'est comme cela qu'on est arrivé avec les premiers foils dans le windsurf, et l'histoire a commencé comme ça. Et justement, là, tu l'évoquais un petit peu, tu peux nous décrire ton outil de production qui est particulièrement intéressant parce qu'il vous permet des cycles très courts. Est-ce qu'il y a une techno propre Foil & Co, évidemment, et puis pourquoi finalement avoir choisi la réindustrialisation et le Made in France, en fait? Alors l'outil, donc nous on a une usine là qui fait 2700 mètres carrés, qui est située à Pincran. Pincran, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le Finistère, à côté de Landerneau, à 20 km de Brest. On n'est pas très loin aussi des spots, soit de la côte nord, du Nord Shore finistérien, ou de la rade de Brest, donc il nous permet de tester nos produits assez facilement. C'est un bâtiment qui est moderne, où on fait des énergies renouvelables. Bon, Ouais, il y a une petite coupure. ouais, une coupure, c'est. Reprends ta phrase, peut-être. Excusez-moi. Donc en fait, on est situé donc à Pincran, donc à 20 km de Brest, dans le Nord Finistère. Je fais ça. Donc cet outil donc fait la part belle aux énergies renouvelables. C'est un bâtiment très isolé. On a du solaire, pas mal de choses comme ça, et on a développé un outil de production innovant pour les pièces en carbone préimprégnées. Donc ça, c'est depuis le début. Donc cet emplacement à Pincran, ça fait 3 ans qu'on est là. On a démarré au Tréhou, hein, donc petite structure. Au début, on avait 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. On s'est retrouvé à l'étroit et on a dû créer un petit peu plus grand. Alors l'innovation, ce qui est innovant dans notre outil de production, c'est que le carbone préimprégné, ça va être utilisé principalement pour la production de pièces en carbone type aéronautique, pour la course au large, pour l'automobile. Donc ça demande des savoir-faire qui sont vraiment propres. Il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre à monter une chaîne de production en pré-preg, parce que chacune des industries que je viens de citer a vraiment des particularités. Faire un avion, on n'a pas du tout les mêmes problématiques de coût que faire un hydrofoil, et un bateau de course en large, c'est exactement la même chose. On est parti sur un système qu'on appelle hot press, nous, qui nous permettait aussi de réduire, entre guillemets, la consommation d'énergie. Et depuis peu, on va dire 2 ans, on a décidé de monter avec Gilin en termes de taille de pièces, c'est-à-dire qu'on a lancé aussi une chaîne de production de flotteurs, notamment avec les célèbres Blackburn, ces planches-là qui sont liées au downwind avec les premières. Et aujourd'hui, on commence à avoir à structurer une production de flotteurs, donc de pièces plus importantes. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces pièces plus importantes vont nous permettre aussi de regarder un petit peu plus loin dans la vie. Ouais, justement, c'est ça pour toi l'avenir du secteur. Je parle sur le plan produit, hein, pas sur le plan marché. Tu vois d'autres débouchés à vos foils, à part enfin, tu parlais au début de bateaux moteurs à foil, justement. Est-ce qu'il y a d'autres marchés, des relais pour vous? Ouais, bien sûr. En fait, les technos qu'on maîtrise petit à petit, hein, ça prend du temps, l'industrie. Ça ne sert à rien d'aller griller des étapes. Ou bien souvent les cramer des millions et des millions d'euros pour griller des étapes. C'était pas notre cas. Je pense qu'on a les pieds assez sur terre pour aller, même si on a une très forte croissance, on fait attention d'un point de vue technique, d'aller doucement, entre guillemets, de l'avant. Cet outil, comme tu disais, nous permet aussi d'avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle un time to market, c'est-à-dire que c'est entièrement intégré, un bureau d'études qui est bien présent depuis le début, et la chaîne de production. Donc, on a une connaissance du marché de l'hydrofoil qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour produire un prototype de foil sur des petites pièces, entre l'idée et la mise à l'eau, des fois, ça nous prend moins de 6 heures, on va dire 24. Donc, on a une banque de données là-dessus qui est monstrueuse. C'est dommage, ça a coupé au moment où tu donnais la durée. Ah, excuse-moi, je répète. Donc, moins de combien? Moins de 20, on peut aller en moins de 36 heures, autour de 24 heures entre l'idée et le prototypage d'un foil. Alors, ça dépend de la taille des pièces. Hein. Pour des plus grands foils, ça va être un peu plus grand. Mais on est très rapide. Donc, on a un savoir-faire, une banque de données d'utilisation
ou de test qui est monstrueuse. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on commence à nous appeler sérieusement, enfin, ça ne date pas que d'aujourd'hui, sur la course au large. Ça fait un parallèle avec mon ancien métier d'architecte naval, c'est plus je vendais des études compliquées et extrêmement complexes pour que personne ne comprenne rien, mieux j'étais payé. Et ben aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils numériques de pointe, mais on a du savoir-faire, on teste, on confronte ça au numérique, on teste, on confronte ça au numérique. Et tout ça, donc on se sert des nouveaux outils, hein, comme l'IA, on n'est pas sur ce sujet-là. Et avec un outil qui est vraiment aussi intéressant, quand je parle du process, l'outil de production, où on fait la part belle à pas mal de techno, que ce soit le high-tech, forcément, parce qu'on fait des pieds high-tech, mais avec beaucoup de ce qu'on appelle la low-tech chez nous. C'est-à-dire que on est franchement dans le lean manufacturing et on va faire attention à avoir des outils qu'on puisse maîtriser, qu'on puisse fabriquer, qu'on puisse développer nous-mêmes. Donc pour l'avenir du bateau à foil, un des gros sujets, ça va être la réduction de la consommation d'énergie. Et forcément, sur le motonautisme, le foil va avoir une énorme part à jouer sur tous les secteurs du nautisme. Aujourd'hui, avec un hydrofoil, un bateau à moteur va pouvoir consommer de l'ordre de 40 à 60% de moins d'énergie. Il y a un vrai sujet là-dessus. Ça va pouvoir changer, bouleverser l'utilisation des bateaux sur les secteurs littoraux, sur les secteurs lacustres, voire maritimes. C'est un peu tout encore aujourd'hui, parce qu'il y a cette maîtrise des technos. Et aujourd'hui, un des gros freins qu'on rencontre, parce qu'on a déjà fait plusieurs prototypes, on a forcément, vous imaginez bien, j'ai 2 ou 3 idées sur le sujet. Les gros freins, c'était la production de ces pièces pour pas avoir un overcost énorme sur ces futurs bateaux. Et c'est ce qu'on est en train de maîtriser de plus en plus, c'est la production de ces pièces, c'est la production du coût de ces pièces, pour pouvoir avoir un avenir là-dedans qui, je pense, va commencer à se ressentir dans les quelques années qui arrivent. Je vais passer la main à Guilain, j'ai une question de plus. Technologiquement, je pense que vous avez les meilleurs produits. Question non, mais en toute objectivité, tu vois, sans. Quel est votre principal concurrent technologique, si je te pose la question autrement? Pour Tanguy ou Guilain? Non, je passe à Tanguy avant de te passer la main, Guilain. Moi, j'ai volé avec vos feuilles, avec ceux des autres, et je sais qu'ils sont les plus stables en vol. Mais je te laisse répondre. Technologiquement, on a savoir-faire forcément. On travaille aussi avec des designers extérieurs de renom, hein, qui sont Kevin et Laurent. Donc avec Laurent, par exemple, c'est extrêmement reconnaissable son travail avec les foils à bump, qui ne sont pas qu'un artifice esthétique, il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment importantes là-dedans. On sait travailler les 2 types de foils. Non, c'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la maîtrise la maîtrise complète du process, notamment l'utilisation de certains types de fibres où on est les seuls à les utiliser. On parle souvent du HM, de choses comme ça. On est capable de faire, par exemple, nos propres patterns aujourd'hui de fibres, ce que vous trouverez nulle part ailleurs. On ne peut pas aller voir un sous-traitant chinois en lui disant tu vas me faire mes propres patterns de fibres, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, sur les mâts, notamment, on a un savoir-faire qui est extrêmement reconnu. Sur les profils, on a un savoir-faire qui est reconnu. On commence à être une marque qui est suivie dans certains domaines, voilà, d'un point de vue techno. On nous attend au passage. Sur certains types de foils, on a été vraiment pionnier dans le foil de downwind. On maîtrise bien le sujet, on ne va pas dans tous les sens, on maîtrise les aspects ratios élevés aussi, on sait les construire. Non, je pense qu'on a des choses qui tiennent la route. On n'est pas les seuls au monde à avoir des choses qui tiennent la route, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir de très bons produits qui tiennent franchement la route et qui sont durables. Bravo, merci Tanguy. Les produits dont on commence à entendre parler à l'international. Guilain, est-ce que tu peux parler un petit peu de taille de marché, vos ambitions, ce que vous avez déjà réussi à faire à l'international et en Europe? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Déjà, pour parler un petit peu de la taille de la société, tu en parlais tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là-dedans, il y a 90%, c'est de la glisse. Hein. On ne fait pas que de la glisse, on fait aussi la sous-traitance industrielle, puisqu'on est spécialiste de composite carbone. Mais globalement, c'est à travers notre marque AFS. Avec une
une croissance forte, on en parlait tout à l'heure. Hein, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 5 en 5 ans. 1 million par an, c'est relativement simple. On a aussi passé beaucoup de temps à se développer à l'international. Si je reprends les chiffres, je crois qu'en 2021 ou 2022, à l'international, c'était 11% du chiffre d'affaires. L'année dernière, on va terminer à 37%. Donc, il y a une exposition internationale forte. C'est une volonté d'entreprise. Hein. C'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps depuis que j'ai rejoint la société fin 2021. Et avec un objectif qui est en fait de pouvoir recréer la success story qu'on a en France sur l'international. En parlant de chiffres, aujourd'hui, la France, dans le marché de la glisse, ça dépend un peu du marché, si on parle de la planche, du kite, de la wing, on va dire c'est entre 25 et 30% du marché mondial en volume. Donc c'est un très gros marché, on a de la chance. C'est un marché aussi, veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses qui sont à la pointe. Donc c'est très bien pour nous, ça nous permet de vraiment s'affirmer en tant qu'acteur majeur. Et sur la France, si on regarde le marché, notre part de marché sur les sports sur lesquels on évolue, donc tout ce qui va être foil, on ne fait pas de kite classique, on fait plus de planche à voile non plus, depuis qu'on a arrêté la marque AHD. Donc notre part de marché, elle va se situer aux alentours de 15%. Donc ça, c'est pour donner une idée. Et sur les foils, spécifiquement, on est plus aux alentours de 20-25%. Donc l'objectif, tout simplement, pour nous, c'est une position forte. Hein, on fait partie des 3-4 premières marques en France. L'objectif, c'est de pouvoir faire la même chose internationale hein, dans un horizon de 3-4 ans. Et c'est pour ça qu'on a ce gros effort d'internationalisation. Pour l'instant, c'est une dynamique qui marche très bien. On travaille par vague d'expansion stratégique, c'est-à-dire qu'on prend un marché, 2 marchés, on met les moyens dessus pour vraiment arriver à créer la masse critique en 2-3 ans. Et puis après, on prend l'autre marché, on continue comme ça, par vague. L'un des premiers marchés sur lesquels on s'est penché, c'était les États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, voilà. En forte expansion globalement. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les perspectives qu'on a. Dans combien de pays, Guilain, vous êtes dans combien de pays aujourd'hui? Alors, en termes de pays, on est dans une trentaine de pays à peu près. Alors, il y en a qui sont plus ou moins tactiques, hein, bien sûr. On est présent dans des pays comme l'Argentine, comme le Brésil, comme l'Arabie Saoudite par exemple, le Qatar. Enfin, ouais, c'est plus anecdotique, on va dire, ce genre de pays, mais aussi des gros pays de la glisse. C'est ça qui est important. Donc l'Europe, bien sûr, l'Europe proche, on est assez fort. Des pays plus récents sur lesquels on a commencé à investir, c'était l'Australie par exemple, la Thaïlande, on a relativement fort aussi. Pardon, je te coupe. Ouais. Guilain, pardon, je te coupe, il y a une question. Tout est sous la marque AFS ou vous fabriquez pour d'autres distributeurs ou... Alors, globalement, sur la glisse, aujourd'hui, tout est sur la marque AFS. On a fait de la sous-traitance pour d'autres marques. À l'époque, c'était pour Tae, Big Sport. Globalement, on ne le fait plus parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre plus grosse problématique, c'est notre capacité de production. On a du mal à répondre à la demande alors qu'on recrute en permanence, qu'on investit dans les outils. On a du mal à répondre à la demande. Donc, c'est important pour nous de se concentrer sur AFS et on a un peu laissé de côté la sous-traitance pour d'autres fabricants. Ceci étant dit, on est régulièrement approché par d'autres marques, des concurrents qui nous demandent si on pourrait construire pour eux. Et votre distribution, c'est en direct sur le site, mais aussi par distributeur. Là, vous avez un parti pris de stratégie marketing, outbound, inbound. En fait, oui, c'est ce qu'on appelle un modèle hybride. En gros, c'est 25% de notre chiffre qui est sur en e-commerce et le reste qui est soit directement par des shops ou alors par des distributeurs sur certains pays. Pourquoi? Parce que ça correspond à une réalité de la consommation
des consommateurs aujourd'hui. Hein. Les gens vont acheter en ligne. Ils ont besoin d'avoir aussi un rapport direct avec la marque. On passe beaucoup de temps, par exemple, en relation avec nos consommateurs qui vont nous donner des conseils sur l'équipement, etc., etc. C'est pas forcément qu'ils vont acheter chez nous, mais ils ont besoin d'avoir ce contact avec la marque avant d'avoir une décision d'achat. Donc, c'est important qu'on puisse les accompagner et après leur laisser le choix. Nous, on a une stratégie qui est vraiment d'avoir l'expérience client la plus fluide possible. Donc, on a créé pas mal de ponts, par exemple, entre nos shops et notre site. Si je prends par exemple, si vous allez sur notre site en France, vous allez voir en direct le stock qui est disponible sur nos produits dans nos plus gros magasins en France. Ouais, puis il y a un logiciel pour configurer son équipement, ça c'est super bien fait. Est-ce que tu peux nous parler, tu dois bien connaître ce que font tes concurrents, tant sur la qualité des produits, sur leur part de marché, leur pénétration dans des marchés étrangers, tu vois, ce que perçoivent les clients et vous, le positionnement que vous adoptez sur l'image de la marque, tu vois, est-ce que tu peux te positionner dans un mapping, tu vois? Ouais, alors bon, c'est pareil, je prends pas pendant des heures, j'essaie de faire rapide, mais si je reprends un tout petit peu l'historique, historiquement, AFS proposait des produits qui étaient sur un positionnement accessible. Donc, c'était du milieu de gamme, on va dire. Ça peut être le cas de gamme Performer à l'époque, il y a 4 ans. Donc, c'était des produits qui étaient performants, faciles d'utilisation et en prix et qui étaient en milieu de gamme. On a assisté à en sortie de Covid à une polarisation du marché qu'on avait anticipé, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté des marques chinoises, enfin des marques produites en Chine en entrée de gamme, et de l'autre côté des marques relativement premium, hein, avec des produits très techniques. Et avec une inflation galopante en sortie de Covid et un stock qui est assez important globalement, on a senti que le marché allait se polariser et que nous, il fallait vraiment qu'on puisse s'affirmer en tant que spécialiste, parce que c'est là où on pouvait vraiment apporter la valeur ajoutée, ce que disait Tanguy, en ayant un cycle de développement court, en étant capable d'innover en permanence. Il valait mieux qu'on puisse concentrer nos efforts sur le premium. Donc, on a fait un virage sur le premium assez important depuis cette époque-là. On a même lancé une gamme qui s'appelle Advance, qui est notre laboratoire d'innovation, si vous voulez, sur lequel on a nos produits haut de gamme. Et Advance, aujourd'hui, ça représente 45% de nos ventes, pour vous donner un exemple. Donc, on est vraiment clairement positionné sur le haut du panier. Après, les questions, voilà, les marques avec lesquelles on se bat, ça va être du Houghton, ça va être F1, ça va être Armstrong, ça va être les MacLabs aussi pour la partie peut-être plus, très technique. Voilà. Là, dans le call, on a des amoureux du Houghton. Qu'est-ce que tu leur dirais tu vois, c'est quoi par rapport à eux, c'est quoi comment vous vous positionnez, tu vois, sans donner les plus les moins, sans critiquer, mais voir quel est le. Non, c'est une question intéressante. Du Houghton, c'est une très belle société déjà, ça s'appelle Boards & More, c'est une très belle marque. Ils sont dans le domaine de la glisse depuis 40 ans à peu près, hein, ce qui n'est pas notre cas. Si on combine l'ensemble de leurs activités, ils sont 10 fois plus gros que nous, faut le savoir. Donc, j'ai pas grand-chose à redire par rapport au temps. Ils font des très beaux produits, ils font des très belles voiles, c'est de très bonne qualité. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que grâce à notre positionnement aujourd'hui, on soit capable de se comparer et de se battre avec une société qui est 10 fois plus grosse que nous. Voilà, mais c'est des gens qui font très, très bien leur métier. Et est-ce que là, avec le bouleversement tarifaire dont tout le monde a entendu parler, est-ce qu'il y a des twists du Houghton, ils font fabriquer en Asie ou Oui. En fait, aujourd'hui, on a à peu près plus de 90% de nos concurrents fabriquent en Asie. D'accord. Principalement en Chine, après un petit peu au Sri Lanka, un petit peu au Vietnam, un peu en Thaïlande. Thaïlande, c'était plus vrai pour windsurf, tout ce qui était Cobra. Mais globalement, il y a assez peu d'acteurs européens ou locaux, on va dire. Mais donc, du Houghton qui veut attaquer le marché américain, il va subir 100% de droits de douane ou. Ouais, alors 153,5 pour être précis. Alors que le venant de l'Europe, c'est quoi? C'est 11%, je sais plus. C'est 10%, ouais. 10%. Donc là, on a clairement un avantage concurrentiel. Bon, déjà, on était un petit peu mieux placé qu'eux en termes de prix aux États-Unis, mais c'est vrai que
c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, quoi. Il y a une question, je reviens à la distribution, il y a une question de Pierre qui disait quelle est la politique de prix entre le site internet en direct et les shops distributeurs qui font fréquemment des remises de l'ordre de 15%. Ouais. Alors nous, on a une politique relativement claire. D'ailleurs, je passe un petit peu de temps à le revoir ça récemment. On est là, quand on regarde les piliers marketing d'AFS, de la marque, le prix n'est clairement pas quelque chose, enfin, la promotion prix n'est clairement pas un levier qu'on cherche à accentuer. Okay. C'est la première chose. Donc, et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est intéressant d'être producteur, c'est-à-dire qu'on arrive à contrôler notre volume, et en contrôlant notre volume de production, on arrive à éviter le surstock, et en étant surstock, ben, on peut protéger les marges, puisque je n'ai pas en fin de saison des containers pleins qu'il faut que je brade pour passer à autre chose. Donc déjà, ça nous permet de garantir des marges à tout le monde. Après, en ce qui concerne notre politique de prix sur notre site e-commerce, on fait des remises au minimum en fonction. Ça peut nous arriver quand on va avoir des clients réguliers qui vont acheter plusieurs packs, etc., ou qui sont fidélisés, mais c'est absolument pas un pilier qu'on utilise d'entrée de jeu. Ok, je te propose de terminer avec une ou deux questions en rentrant dans le dur de la donnée financière. Ici, tu parles aussi à des investisseurs potentiels. Donc, tu disais 5 millions de CA. Quelles sont vos cibles? Quelle est votre marge? Quel est l'état de votre bilan? Surtout, pourquoi vous levez des fonds? Où est-ce que vous voulez aller? Et quel exit tu pourrais offrir à un investisseur qui voudrait soutenir la réindustrialisation française avec vous aujourd'hui? Voilà. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires effectivement aux alentours de 5 millions. L'objectif d'ici 3-4 ans, c'est d'arriver vers 14-15. Si je me projette principalement sur la glisse, mais en commençant déjà à incuber la prochaine étape de développement, Tanguy en parlait, on a des projets qui vont plus loin que la glisse, qui peuvent inclure des foils sur d'autres tailles, qui peuvent inclure la sous-traitance. Voilà, donc mais vraiment, le premier objectif, c'est d'arriver à répliquer ce qu'on a fait en France, à devenir un acteur global de poids dans le domaine de la glisse. Voilà, en termes de... Donc, ça nécessite des investissements, c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds ce temps-ci, pour qu'on puisse aller plus vite. Voilà, aujourd'hui, on va vite, mais on est frustré, donc on va pouvoir aller plus vite. Ça donne quoi? Ça donne un EBITDA qu'on pense pouvoir multiplier par 5, à peu près par 5 ou 6 en l'horizon de 4 à 6 ans. Là, c'est un EBITDA autour d'1 million pour ceux qui ont pas vu les datas. Aujourd'hui, oui, un petit peu moins, tout à fait. Et finalement, là, vous levez des fonds, c'est pour... votre outil de production, il est quand même... il est exploité à 100%, vous avez besoin de l'élargir, ou alors c'est plutôt des commerciaux, c'est quoi les proceeds? Alors pour rappel, Foil & Co, vous aviez fait une première levée avec Merinvest, qui est un fonds breton local opéré par Go Capital, c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans. 2020, ok. Et aujourd'hui, ils font leur série A, ils lèvent 2 millions. Il y a déjà un acteur tout à fait notoire qui est la BPI, le fonds de la BPI pour l'amorçage industriel. Donc, c'est une vraie reconnaissance de leur travail. Je passe les prix que vous avez eus, etc., victoire de l'innovation et compagnie. Et donc, nous, aujourd'hui, on vient investir en complément de la BPI 1 million, vous cherchez 1 million de plus. Et ça, vous en faites quoi, finalement, ces 2 millions sur les 2-3 prochaines années? C'est votre dernière levée de fonds? Vous en referez d'autres? Quel est déjà, plusieurs choses. Déjà, on en fait quoi? Globalement, aujourd'hui, on a un outil industriel qui est bien positionné, mais on voudrait continuer à développer parce que on veut continuer à faire de l'automatisation, par exemple. Tanguy l'a pas mentionné tout à l'heure, mais ça fait 1 an et demi qu'on opère avec des robots industriels de ponçage, par exemple, qui permettent de concentrer le travail des opérateurs sur la valeur ajoutée. Donc voilà, il y a des investissements industriels à faire. Ça, c'est la première chose. 2, il y a des investissements personnels productifs. On a besoin de plus d'opérateurs, c'est clair. Ça reste
Alors, on automatise le plus possible, mais ça reste de la technologie, ça reste un métier de précision sur lequel, en fonction de la manière dont on aura bien poncé ou mal poncé un foil, il va aller plus ou moins vite et il va plus ou moins décrocher sous l'eau. Donc c'est important quand même qu'il y ait du travail manuel sur justement ce genre de détails. Donc, il y a entre l'investissement industriel et l'investissement de main-d'œuvre, ça représente à peu près 65% de la levée. Et le reste, ça va être de l'investissement marketing et commercial. J'imagine qu'il y a, enfin, c'est quand même, il y a du BFR dans les entreprises comme la vôtre. Il y a du stock, etc., de matériaux et de produits finis. Ok. On arrive bientôt à la fin du call. Est-ce que vous avez des questions, hormis celles est-ce que vous voulez prendre la parole? Laurent, peut-être, Julien, une petite question? Bon, j'en déduis que vous voulez tous investir. Bonjour. Merci Roman. Bonjour. Non, là, c'est peut-être plus entre guillemets, à toi, Thomas, par rapport au SPV, parce qu'aujourd'hui, on parle d'investir via le SPV de Takara Capital. C'est bien ça, hein, c'est bien ça? Ouais, absolument. Je comptais donner ça en conclusion, mais c'est parfait. Je vais ça. Mais vas-y, pose ta question, je t'en prie. Mais non, mais du coup, par rapport à ça, quelle est soit la volonté de Guilain et Tanguy, soit la tienne, par rapport à la sortie? Est-ce que vous avez besoin de nous pour 4-5 ans et puis après, tout le monde sort? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des idées, des pistes de réflexion par rapport à nos investissements? Voilà. C'est pour ça que c'est peut-être à la fois Guilain, Tanguy, mais aussi toi sur cette position-là, quoi. Ouais, je peux déjà dire un mot sur le SPV. Hein. Qu'est-ce que c'est un SPV? C'est un mini-fonds d'investissement qu'on met en place à moindre frais, pouvoir regrouper des investisseurs et parler d'une voix unique au bord de la société. Donc, l'idée, c'est d'investir à plusieurs aux côtés de Takara Capital dans Foil & Co, en bénéficiant de notre savoir-faire pour négocier les packs d'actionnaires, pour suivre les entreprises, etc., etc. Puis il y a surtout un enjeu de taille, c'est que la BPI vient, mais elle demande l'intervention d'un investisseur professionnel. Voilà. Alors, Takara, nous, on a 5 fonds d'investissement, enfin, on a 3 actifs aujourd'hui, il y en a 2 qui se sont fermés, qui sont arrivés à leur échéance. On a des fonds qui sont spécialisés en logiciel B2B. Ça n'est pas dans la thèse d'investissement d'investir avec nos fonds. Donc, on fabrique ce véhicule, on met certains de nos investisseurs, on met aussi des capitaux personnels et on agrège tous les investisseurs business angel, comme on les appelle, dans un véhicule qui devrait faire entre 500 000 et 1 million pour compléter la BPI. L'objectif, nous, quand on investit dans une société, eh bien, on essaie de trouver des sociétés qui valent 5 et de les vendre 5 à 7 ans plus tard. Alors ça, c'est la théorie. Ensuite, la pratique, il y a beaucoup de board, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de mise en relation, de recommandations. Voilà, et nous, on est très intéressés par ce que fait Foil & Co. On pense qu'on a beaucoup de réseaux à leur apporter. On est conscient que c'est un investissement industriel, que c'est pas les mêmes niveaux de marge que le logiciel. On est aussi très content d'investir for good dans des super beaux produits, dans une super équipe, dans une société qui est en Bretagne et dans un branding que je trouve imbattable. Voilà, donc, notre ambition, voilà, c'est si dans 5 ans on est à 15 millions de chiffre d'affaires, on maintient, on améliore le niveau de marge, on va commencer à se trouver peut-être à 3 millions d'EBITDA. Bon, je pense qu'on aura fait un très beau multiple tous ensemble. Les exits, il y en a 2 ou 3, hein, c'est ce que je vous cite au début. Hein, c'est soit l'exit super exit parce que la marque est hyper forte et on est racheté par un Américain. Peut-être que Tanguy et Guilain ne voudront pas vendre et qu'ils nous proposeront de nous racheter et de faire un LBO. Et puis ensuite, il y a la 3e option. La boîte se plante complètement et ça, c'est le jeu du venture capital. Mais quand vous investissez dans une société qui a des clients
dans plusieurs dizaines de pays et qui fait 5 millions de chiffre d'affaires. Voilà, puis qui a un pilotage d'investissement et de marge au cordeau, comme on a pu le constater dans une data room qu'on pourra échanger avec des investisseurs intéressés. On estime qu'on a un très bon ratio risque-rendement. Après ce call, je vous enverrai tous un email avec le replay, les conditions du SPV, les conditions d'entrée dans la société, puisque c'est le SPV qui va acheter des parts de la société, les documentations juridiques, les pactes d'actionnaires, enfin, etc. Je vais rajouter une option, merci Thomas, parce que ce que tu as dit est vrai. Bon, l'option 3, je n'y crois pas trop. Non, il y a une autre option, ça dépendra un petit peu de ce que vous disais tout à l'heure. Dans les prochaines années, ce qu'on va faire, c'est aussi développer notre prochain relais de croissance. D'accord ? Donc, il y a la glisse, il n'y a pas que la glisse. Et en fonction de comment est-ce que la mayonnaise va prendre sur nos prochains relais de croissance, qui encore une fois peuvent être de la sous-traitance industrielle ou justement des foils sur des unités plus grosses, ça peut déterminer aussi ce qu'on fait dans 5 ans. Est-ce qu'on va rechercher de l'investissement parce qu'on se rend compte qu'on est bien positionné sur ce nouveau marché et qu'on veut accélérer? Ou est-ce qu'on se dit, bah voilà, on sait bien, on pense que notre objectif, c'est de continuer à bien performer dans le monde du foil et dans le monde de la glisse. Donc ça, c'est quand même une option qu'on se laisse, parce que peut-être qu'on se dit qu'on aura besoin d'investissement pour aller créer une usine plus grande qui va faire des bateaux à foil, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'option, un fonds moi, j'avais cité le fonds de LBO, mais ça peut être un fonds de série B qui rachète tous les minoritaires et qui remet un billet de 10 pour la prochaine étape. Est-ce que avant de terminer ce call, il y a des questions? Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que moi, j'ai rencontré Ghislain en 2016, Tanguy en 2016. J'ai visité le tout début de l'entreprise en 2017, et pour l'instant, le trajet qu'ils ont est juste incroyable, impeccable. J'ai rarement vu une société qui a un trajet aussi, méthodique, clair et avec un développement exceptionnel. Voilà. Donc, je tenais à souligner ça. Alors, Dixit, Benjamin, qui vient de s'exprimer, qui est un serial entrepreneur du monde de l'éducation, qui a monté et revendu plusieurs entreprises et dont le discours peut être entendu. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Pardon, bien sûr. Ouais, une petite question. Est-ce qu'il est possible, avec le compte rendu qu'on va avoir, d'avoir un accès aux données financières de l'entreprise ou pas? Oui, on va faire ça en 2 temps. Là, je vous envoie un mail avec le replay, un deck et un lien sur le SPV. Et ensuite, sur demande, je n'envoie pas les données à tout le monde. Sur demande, j'ouvre une data room. OK. OK, c'est compris, merci. Et il y a de quoi faire. Allez. Et puis bon, moi je reste toujours à disposition pour les questions et puis on peut faire un call avec le management de la boîte. Merci les Bretons. Merci beaucoup pour l'organisation. À bientôt. Merci.